Bienvenue à tous dans Tea Time, votre rendez-vous rugby. Et du rugby, on en a vu ce week-end. Le rugby qu'on aime, celui qui nous fait passer par toutes les émotions. Ce serait un euphémisme de dire que ce Super Saturday s'est révélé spectaculaire. Si ça a débuté tranquillement à Murrayfield, la qualité des matchs est montée crescendo, pour terminer en apothéose au Stade de France. Sans plus tarder, plongeons au cœur de la mêlée. Commençons par le match qui nous a fait décoller de notre siège samedi soir. Les Bleus recevaient les Gallois au Stade de France. L'enjeu de la rencontre est simple. Si les Gallois s'imposent, ils remportent le Grand Chelem. Si la France gagne, elle s'offre une chance de remporter le tournoi la semaine prochaine face à l'Écosse. Les deux équipes sont diamétralement opposées. Le Pays de Galles est une équipe très expérimentée, 962 sélections tout de même, dont 156 pour leur capitaine Alun Wyn-Jones, joueur le plus capé de l'histoire du rugby. Avant le début du 6 Nations, tout le monde ou presque les voyait terminer avant-dernier du tournoi. La raison, uniquement 3 test-matchs remportés en 2020, 2 contre l'Italie et 1 contre la Géorgie. Les Bleus étaient dans une dynamique complètement différente. Avec l'arrivée de Fabien Galthié au poste de sélectionneur, le 15 de France ne s'est incliné qu'à 2 reprises en 2020. Les Bleus se présentaient donc parmi les favoris pour l'édition 2021 du tournoi. Contrairement aux Gallois, l'effectif est bien plus jeune. Gaël Fickou étant le joueur le plus capé avec seulement 62 sélections. Si les Bleus ont dû abandonner leur rêve de Grand Chelem, ce n'est pas pour autant qu'ils vont laisser les Gallois l'emporter si facilement. Les mots de Fabien Galthié avant match étaient forts. Nous devons sortir le match. Pour leur premier match à domicile depuis le début de la compétition, les Bleus doivent donner tout ce qu'ils ont s'ils veulent se donner une chance pour le titre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le match a commencé sur les chapeaux de roue. Après 5 petites minutes de jeu, Cyril Baille passe la ligne d'en-but galloise mais ne peut pas aplatir. La moitié de l'équipe adverse se trouvant entre le ballon et la pelouse. Qu'importe, Romain Taofifenua vient terminer le travail sur l'action suivante. Jalibert transforme, 7-0 pour les Bleus. La réponse galloise ne se fait pas attendre. Sur une mêlée dans les 22 Français, Louris Zamit transperce le rideau défensif des Bleus avant de le transmettre à son numéro 9 qui passe la ligne d'en-but. L'arbitre Luke Pearce fait appel à la vidéo et ce ne sera pas la dernière fois du match, loin de là. Les ralentis mettent bien en lumière l'excellent travail défensif de Charles Olivon qui parvient à retourner Davis, laissé et refusé. Mais comme les Bleus quelques minutes plus tôt, les Gallois se rattrapent. Essai de Dan Bigard qui arrive lancé dans l'en-but français. L'ouvreur du 15 du Poireau se charge de la transformation, 7 partout. La rencontre n'offre pas une seconde de répit. Quelques instants plus tard, les Bleus nous offrent une magnifique action de jeu. Dulin tape au pied par-dessus la défense galloise, Jalibert récupère le ballon et fixe son vis-à-vis avant de le transmettre à Antoine Dupont, qui vient terminer le travail en aplatissant entre les poteaux. 14-7 après la transformation de Jalibert. La réponse des Gallois est quasi immédiate. Après une séquence de pilonnage des avantes devant la ligne d'en-but adverse, Navidi vient aplatir, bien aidé par ses coéquipiers. 14 partout. Les deux équipes se répondent coup pour coup. Si d'un point de vue offensif, les Bleus font le travail, niveau défense, on ne peut pas en dire autant. Les Gallois ont beaucoup trop de facilité à avancer. Le 15 de France manque cruellement d'agressivité. Pas d'autre essai dans cette première mi-temps, mais des blessures. Romain Taofifenua se blesse au genou. Jalibert quitte également le terrain sur une commotion après avoir pris le coup de Jonathan Davis en pleine mâchoire. Ils sont respectivement remplacés par Swan Rebadge et Romain Ntamak. L'ouvreur toulousain a d'ailleurs un peu de mal à rentrer dans son match, commettant quelques imprécisions. Si les Bleus ont offert une grosse entame, la suite est un peu plus compliquée et les équipes rentrent au vestiaire sur un score d'égalité. 17 partout, avec 2 essais de chaque côté du terrain. Les Gallois attaquent fort dès le début de la deuxième mi-temps. Leur numéro 7, Tipuric, envoie un magnifique coup de pied rasant dans les 22 Français. Josh Adams tape à son tour le ballon vers l'en-but des Bleus. Il arrive dans les mains du demi-de-mêlée remplaçant Williams qui lui rend le ballon. L'ailier gallois part aplatir mais la défense française semble avoir empêché le ballon de toucher la pelouse. De quoi mettre à contribution Wayne Barnes, l'arbitre vidéo de leur rencontre. La décision de Luke Pearce sur le terrain est qu'il y a essai. Mais il demande à Wayne Barnes s'il a des images qui indiqueraient l'inverse. L'arbitre vidéo indique que ce n'est pas le cas, l'essai est accordé. En réalité, il semble que l'essai aurait dû être refusé. Non pas parce qu'Adams n'aurait pas aplati, mais plutôt parce que Thomas Williams était hors jeu au moment du coup de pied de Tipuric. Dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Dylan Cretin, qui vient tout juste de réaliser une très belle action défensive, est remplacé par Anthony Gelon. Les Gallois continuent d'attaquer très fort. À la 59e minute, ils emportent tout sur leur passage avec un magnifique molle pénétrant qui s'arrête à quelques centimètres seulement de la ligne d'en-but des Bleus. Petite chistera d'Alun Wyn-Jones pour Thomas Williams qui transmet à Rhys Zamit en bout de ligne. Mais a-t-il pu aplatir avant d'être envoyé en touche par Dupont? Encore une fois, Luke Pearce fait appel à la vidéo. L'essai n'est pas validé, malgré ce magnifique exploit aérien de la fusée galloise, mais Hawass prend tout de même un carton jaune pour s'être mis à la faute juste avant.
30-20 après la pénalité passée par Dan Bigard. Les choses commencent à se compliquer pour les Bleus. Sur une mêlée à 5 mètres dans le camp gallois, Julien Marchand profite du molle pour tenter sa chance dans l'embut. Il est bien couvert par 3 Gallois. Encore une fois, compliqué de savoir s'il y a essai. Luke Pearce annonce « no try », mais demande tout de même la vidéo qui n'y changera rien. Il reste désormais un quart d'heure aux Bleus pour retourner le match. Le 15 de France pilonne la défense galloise, mais rien n'y fait. Elle semble impénétrable. Dupont voit de l'espace sur l'extérieur et transmet à Penaud. L'ailier offre le ballon à son capitaine par-dessus la tête de Riz-Hamit. Olivon transmet immédiatement à Dulin, qui repique à l'intérieur avant d'aplatir. Le match semble relancé, mais au moment où Ntamak s'apprête à taper la transformation, l'arbitre vidéo Wayne Barnes attire l'attention de Luke Pearce sur le déblayage de Willem Zee plus tôt dans l'action. Le joueur français a déblayé de façon téméraire, un peu trop peut-être. Sur les images, on le voit prendre le pilier gallois à la tête, au niveau des yeux même. La décision de l'arbitre ne se fait pas trop attendre. Carton rouge, essai refusé et ballon aux Gallois. Tout est à refaire. Les Français sont donc à 13 avant le retour d'Aouas, quelques secondes plus tard. Le match semble alors plié. Il reste 13 minutes de jeu et les Bleus ont un déficit de 10 points. Mais comme on le dit souvent, impossible n'est pas français. Et les minutes qui suivent vont donner toute sa saveur à ce dicton. Les Bleus campent dans les 22 Gallois. Ils donnent tout ce qu'ils ont face à cette défense bien huilée. Le passage de Shaun Edwards dans les deux camps se fait bien remarquer. Il trouve finalement la faille, mais encore une fois, un défenseur se glisse entre le ballon et l'embut. Faletao prend tout de même un jeune, ça équilibre un peu les choses. Les Bleus attaquent de plus belle, et les Gallois continuent leur indiscipline en cette fin de match. L'erreur stupide de Liam Williams lui coûte un carton jaune. Le 15 du Poireau va finir la rencontre à 13 contre 14. Les dés sont relancés. Sur une belle mêlée française, Charles Olivon vient délivrer les siens en inscrivant le 3e essai français, tout en puissance. Ntamak transforme 27-30. Il reste désormais moins de 4 minutes de jeu. Malheureusement, les Gallois récupèrent le ballon sur une faute de main d'Antonio. Ils n'ont désormais plus qu'à conserver le ballon. Mais chose incroyable, ils perdent la possession sur une faute toute bête. 30 secondes à jouer. Pénal touche pour les Bleus. Ensuite, tout est allé très vite. Les Bleus viennent de remonter 80 mètres juste après avoir marqué leur 3e essai. On vous laisse apprécier cette dernière action décisive de notre 15 de France. Sortez-vous les Gallois, sortez-vous, le ballon là encore. Fallait faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serin le libère. Charles Olivon en pivot. Ntamak, Ficou, sur un planche. Vincent, c'est incroyable cet essai de Brice Dulin qui permet aux Français de s'imposer avec le bonus offensif. Les Gallois n'en reviennent pas à la 82e minute. Oh là là! Brice Dulin a libéré les siens. Les Bleus ont accompli l'impossible. Un match gagné avec les tripes, un finish extraordinaire. Compliqué de contenir notre émotion devant notre télé. Certes, les Gallois ont dominé la rencontre, mais dans les dernières minutes, les Bleus ont déployé toute leur énergie. On a ainsi retrouvé le French flair que l'on aime tant. Ça nous rappelle d'ailleurs une phrase de Serge Blanco. Le French flair, c'est quoi? Le French flair, c'est de dire on est capable de créer des situations dans la mesure où on croit que tout est perdu. Et donc on arrive à renverser la situation grâce à ça. Alors que si véritablement on était honnête envers nous-mêmes, pourquoi ne pas jouer dès la première minute, comme on peut jouer à la 75e minute, alors qu'on sait qu'on a perdu à la 75e? Et oui Serge, on se le demande aussi. Le 15 de France de Galtier est connu pour avoir du mal à terminer les rencontres. On a encore en tête le match de la semaine dernière, qui avait vu les Anglais s'imposer sur le fil. Mais pas cette fois. Nos Bleus ont donné tout ce qu'il leur restait d'énergie pour renverser la vapeur et s'offrir une chance de remporter le tournoi. Galtier le déclara lui-même, « Mes joueurs sont des chasseurs de causes perdues ». Le 15 de France a proposé un jeu assez différent de ce que les Bleus produisent d'habitude. D'ordinaire, Galtier privilégie le jeu au pied pour occuper le terrain et ensuite s'appuyer sur une défense solide pour récupérer le ballon dans le camp adverse. Rien de tout ça samedi. Les Bleus n'ont tapé que 15 fois au pied, en tout et pour tout. Bien moins que lors des précédentes rencontres. On a préféré jouer davantage à la main, et là encore, les stats ne mentent pas. Près de 140 ballons portés contre 85 au maximum dans les autres matchs du tournoi. Autre paradoxe, même si les Bleus se sont vus infliger un carton jaune puis un carton rouge, c'était pourtant leur match le plus discipliné depuis longtemps, avec seulement 6 pénalités concédées. Enfin, revenons un peu sur la défense française.
Les Bleus n'avaient pas encaissé 30 points depuis 2 ans et la lourde défaite 44-8 face aux Anglais. Les joueurs français reculaient sur presque chacun des impacts gallois. Pourtant, ils ont atteint un très propre 95% de plaquages réussis, avec seulement 11 plaquages ratés contre 36 côté gallois. Si la défense française n'a pas été à son meilleur niveau, elle a tout de même empêché le 4e essai des Gallois, synonyme de bonus offensif. Il faut enfin parler un peu de l'arbitrage. On ne se souvient pas avoir vu un match avec autant d'interventions de la vidéo. Presque autant d'essais refusés que d'essais validés. 3 cartons jaunes et 1 carton rouge. Cela n'a pas dû être un match facile à arbitrer pour Luc Pearce. Ibanez avait d'ailleurs ironisé en conférence de presse sur le fait qu'il soit gallois de naissance. On ne va pas débattre dans cette vidéo de l'arbitrage, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. L'essentiel est ailleurs. Les Bleus ont gagné et s'offrent ainsi une chance de conclure en beauté face à l'Écosse. Pas de grand chelem pour le Pays de Galles qui va devoir attendre le 26 mars prochain pour savoir s'il remporte ou non le tournoi Destination. Pour son dernier match de la compétition, le 15 de la Rose se déplaçait à l'Aviva Stadium. Les Irlandais d'Andy Farrell espéraient offrir une victoire à leur 3e ligne, CJ Stander, pour son dernier match en vert. Mais la Rose ne comptait pas faire de cadeau pour clôturer sa campagne. Les Anglais ouvrent le bal comme à leur habitude, avec une large occupation au pied pour tenter de mettre à l'épreuve les arrières irlandais. Le plan agressif des avants anglais se déroule comme prévu, avec Owen Farrell qui inscrit les premiers points du match sur une pénalité concédée dans les 22 Irlandais. Mais le pack des Verts ne se laisse pas déboussoler longtemps. Ils obtiennent une pénalité et permettent à Sexton de marquer ses 3 premiers points du match. Il faudra attendre la 22e minute pour voir le premier essai de la rencontre. Sur une touche lobée de Rob Herring, Jack Conan saute et sert Keith Earl à l'intérieur qui vient transpercer la défense à toute vitesse. Une combinaison digne de la Saint-Patrick permet à l'ailier du Munster de se retrouver en 1 contre 1 face à Johnny May, qu'il dépose d'un cadrage débordement efficace et vient ensuite aplatir derrière la ligne d'en but. Une magnifique combinaison qui ne fait que souligner l'efficacité et l'imprévisibilité aérienne des avants de Paul O'Connell. C'est d'ailleurs Jack Conan que l'on retrouve à la 37e minute dans le cœur de l'action. Mais cette fois-ci, c'est lui seul qui ira planter l'essai. Sur une chandelle vertigineuse de Sexton, Hugo Keenan s'envole et vient récupérer la possession. Les Verts terminent la première mi-temps en beauté et mènent désormais 20-6. Probablement l'une des meilleures premières périodes du trèfle sous l'ère Farrell. 62% d'occupation du ballon et du terrain. Une solide défense très organisée, complétée par des séquences offensives proactives, capitalisant sur les nombreuses maladresses anglaises. La domination du 15 du trèfle continue dès le retour des vestiaires, comme en témoigne cette mêlée renversée à la 59e minute. Furlong et la première ligne rugissent de joie devant les Anglais en manque de puissance. Johnny Sexton, lui, ne manque aucune pénalité pour les siens, assurant tous ses coups de pied dans une forme impeccable depuis le début du tournoi. La stratégie box-kick des Anglais, elle, ne porte pas les mêmes fruits. George Ford et Ben Youngs suivent à la lettre leur plan de jeu, mais celui-ci ne parvient pas à combler le déficit de 14 points. Mais le luck of the Irish, la chance des Irlandais, prend une toute autre direction à la 63e minute. Bundee Aki est sanctionné pour un plaquage haut sur Bini Vunipola. Intentionnel ou non, son épaule percute avec force le menton de Billy Bulldozer et celui-ci se retrouve planté au sol. L'arbitre Mathieu Reynal n'a pas d'autre choix que de sortir son carton rouge, suivant le règlement à la lettre. Les Anglais profitent instantanément de leur supériorité et viennent marquer le premier essai de la Rose grâce à une bonne combinaison entre Jamie George et Ben Youngs. 32-11. Ce sera trop difficile pour les Anglais de remonter la pente. Conor Murray, lui aussi puni d'un carton, Johnny May pourra profiter une fois de plus du surnombre pour marquer un essai de consolation à la 79e minute. L'arrière Elliot Daly opte pour une transformation rapide, sans l'aide du tee, et s'offre un drop en bordure de touche. Beau symbole de cette équipe dotée de talent, mais contrainte d'opérer dans un cadre stratégique parfois trop rigide. C'est donc sur le score de 32-18 que l'Irlande remporte le Millennium Trophy, le trophée attribué au vainqueur de la rencontre entre les deux nations. L'Irlande a offert un beau chant du cygne à son colosse adoptif, CJ Stander. L'équipe lui rendra d'ailleurs un dernier hommage dans les vestiaires en diffusant le tube Simply the Best de Tina Turner, en accord avec l'impact du joueur dans cet effectif irlandais. On notera aussi les performances de Henshaw, Furlong et Tagbairn, tous trois de grands habitués de nos louanges tout au long de ce tournoi. Mais la palme revient au redoutable Jack Conan et à l'incontournable capitaine Johnny Sexton. En tête d'une défense aux 12 turnovers, Conan le barbare s'est montré essentiel dans les 2 premiers essais des siens et a fait mouche dans les contacts, marquant son retour après 18 mois d'absence. Quant à Sexton, son expertise au pied a démontré une fois de plus son importance au sein de cette équipe irlandaise.
Johnny Vacances, comme ses anciens coéquipiers du Racing l'appelaient, a livré une performance loin de l'école buissonnière et a très bien bossé face aux Perches, inscrivant 43 points durant le tournoi et un sans faute à chaque match. Depuis qu'il entraîne l'Irlande, Andy Farrell n'a jamais remporté un seul match face à son fils Owen. C'est désormais chose faite. Côté anglais, cette défaite viendra ajouter une nouvelle pierre à cette décevante campagne 2021. Difficile d'extraire de grandes performances parmi un 15 en baisse de niveau. Mais citons tout de même des éléments positifs comme Kyle Sinclair, Ben Youngs ou encore Jamie George. Nous resterons sur notre anglais de choix, Tom Curry, comme celui qui a eu le meilleur impact de son équipe. Toujours aussi hyperactif, il a su maintenir sa haute intensité tout au long de la rencontre. Malgré leur victoire face aux Bleus, nous sommes loin du panache de cette équipe vice-championne du monde et championne en titre du tournoi. Eddie Jones le dit lui-même en interview d'après-match, il faut redémarrer cette équipe. Venons-en enfin à la première rencontre de ce samedi. Pour son 4e match du tournoi, l'Écosse recevait l'Italie à Murrayfield. Peu de choses à noter avant le coup d'envoi, si ce n'est le repositionnement de Stuart Hogg en demi d'ouverture suite à la commotion de Finn Russell le week-end dernier. Ce sera Sean Maitland qui occupera donc le poste d'arrière chez les Écossais. Étonnamment, c'est la Squadra Azzurra qui ouvre le score avec un essai de son capitaine Luca Bigi sur un ballon porté à la 7e minute. Ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose côté italien, si ce n'est ce plaquage dévastateur de Monty Ioane sur Graham à la 27e minute. Les Écossais ont vite répondu à l'essai italien en enchaînant les réalisations. 4 essais et un bonus offensif en poche en à peine 28 minutes de jeu. Au total, le 15 du Chardon inscrira 8 essais pour terminer la rencontre sur un score fleuve de 52-10. Les hommes de Gregor Townsend ont déroulé. 2 doublés parmi ses joueurs. 2 essais sur ballon porté du talonneur Dave Cherry. Idem pour Van der Merwe avec un essai tout en vitesse, suivi plus tard d'une contre-attaque parfaitement orchestrée en fin de match. Un véritable festival offensif du côté du Chardon. L'Italie retrouve donc une fois de plus la cuillère de bois, la 16e déjà. De quoi réfléchir à l'ouverture d'un restaurant. Mais ce n'est pas le record. L'Irlande a déjà terminé le tournoi avec aucune victoire à 25 reprises. Enfin, l'Irlande a participé 126 fois au tournoi contre seulement 21 pour l'Italie. Bref, ce n'est pas la fin des haricots pour la Squadra Azzurra, mais Franco Smith aura pas mal de pain sur la planche pour préparer son jeune 15 pour le prochain tournoi. L'Écosse, elle, a fait le plein de confiance pour affronter la France le 26 mars prochain. D'ailleurs, jetons tout de suite un œil au classement. Les Gallois occupent toujours le sommet du tableau avec 20 points grâce à leur bonus défensif. L'Irlande se place 2e avec 15 points et un meilleur goal average que la France. Nos Bleus sont donc 3e avec un match de retard. Les Écossais sont dans la même situation et peuvent rêver d'une 2e place s'ils battent la France avec la manière. L'Angleterre occupe une bien triste 5e et avant-dernière place, dur pour les favoris du tournoi et champions en titre. L'Italie vient conclure ce classement avec un malheureux 0 pointé et une nouvelle cuillère en bois pour leur collection. Il reste encore un match dans ce tournoi. La France reçoit l'Écosse le 26 mars prochain. Une rencontre que les Gallois vont scruter de très près. Les Bleus ont 5 points de retard sur le 15 du Poireau. Il leur faut donc absolument remporter ce match avec le bonus offensif. Ensuite, cela se joue au goal average. S'ils remportent le match avec plus de 20 points d'écart, les Bleus seront vainqueurs de la compétition. Par contre, s'ils gagnent avec pile 20 points d'écart, il faudra alors regarder le nombre d'essais. Les Bleus sont actuellement à 15 essais dans le tournoi, et les Gallois en ont inscrit 20. Il leur faudra donc marquer plus de 5 essais. Tout cela laisse également envisager la possibilité d'un scénario assez rare. Si les Bleus battent l'Écosse par exactement 20 points en inscrivant 5 essais, alors la France et le Pays de Galles seront déclarés vainqueurs ex aequo de la compétition. La dernière fois qu'un tel cas de figure est arrivé, c'était en 1988. Et devinez quelles équipes se sont partagées le trophée. La France et le Pays de Galles, bien sûr. Si les Bleus veulent se donner toutes les chances de remporter le tournoi la semaine prochaine, ils devront faire preuve d'une grande abnégation et rectifier les erreurs du match de samedi. Ils doivent retrouver la défense intraitable mise en place par Shaun Edwards. Il faut qu'ils remettent en place cette alternance entre jeu d'occupation et de déplacement qu'ils maîtrisent si bien d'ordinaire. Enfin, il faudra qu'ils évitent les relâchements qu'on a pu observer en première période. Après chaque essai français, les Gallois avaient trop de facilité à pénétrer notre camp pour marquer à leur tour. Face aux Écossais, il faudra savoir gérer notre avantage. On vous conseille de regarder à nouveau le match France-Écosse de 2007, où les Bleus s'étaient imposés 46-19 avec un grand Lionel Boxis lors de la dernière journée du 6 Nations. Cette année-là, le 15 de France avait remporté le tournoi en ne perdant qu'une seule fois face à l'Angleterre. En tout cas, on a hâte d'être au week-end prochain pour assister, on l'espère, au Sacre des Bleus. Ce serait une première depuis 2010. N'hésitez pas à nous donner vos impressions et pronostics en commentaire. On se retrouve très bientôt pour parler rugby et 6 Nations. À la prochaine.